Bonjour à tous, bienvenue dans le coin de l'art. On se retrouve pour la troisième et dernière vidéo sur le compositeur Antoine Reicha. Si vous devez retenir une seule chose sur Reicha, sur ses théories, sur sa musique, c'est qu'il voue un culte au contrepoint et que justement toutes ces théories prennent pour base le contrepoint allemand. Et c'est très important parce qu'il va justement jouer un rôle prédominant dans la vénération pour le classicisme allemand en France. Et aujourd'hui, vous le savez tous, Beethoven, Bach, Brahms sont des références en France, c'est beaucoup joué. Ce n'était pas du tout le cas avant Reicha. Alors c'est pas le seul, hein, bien entendu. Vous avez d'autres personnes qui ont aidé à ça, mais ce n'était pas le cas. Par exemple, à l'époque de Reicha, au début du 19e siècle, on ne jouait pas de Beethoven. C'est arrivé au moment de la mort de Beethoven qu'on a commencé vraiment à jouer du Beethoven. Et bien c'est en grande partie grâce à Reicha qui a fait la promotion de cette musique. Et bien sûr, quand on parle de contrepoint, on parle de fugue, évidemment. Et ça a été son fer de lance pendant toute sa carrière. Il a voulu faire de la fugue une forme moderne. Et la particularité, c'est qu'il voulait qu'on puisse la moduler dans toutes les tonalités. Pour bien comprendre sa vision du contrepoint et de la fugue, le mieux c'est de lui laisser la parole. Et là, je vous montre un extrait qui est de la préface aux études dans le genre fugué opus 97. Et là, on peut lire « Le genre fugué est celui où toutes les parties sont à peu près de la même importance, où l'harmonie est pure, riche et concise, où l'on évite avec soin les lieux communs ainsi que tout ce qui ne mérite aucune attention des personnes instruites. Ce genre est et sera toujours celui que les connaisseurs et les véritables amateurs estimeront le plus, non seulement parce qu'il est le plus difficile, mais parce qu'il n'est point assujetti aux caprices d'un goût frivole et passager. » Et quand on sait, nous, la suite de l'histoire, comment c'est passé après au 19e, au 20e, et maintenant au 21e, on sait qu'il avait totalement raison. Progressivement, Bach est revenu à la mode, le contrepoint est redevenu la référence au début du 20e siècle, et beaucoup de compositeurs donc avant-gardistes, très modernes, ont utilisé le contrepoint, et c'est encore aujourd'hui vu comme la musique classique la plus subtile. Hormis la fugue, Reicha va beaucoup s'intéresser aux variations, on l'avait vu dans la deuxième vidéo, et donc il a multiplié les variations dans plusieurs de ses œuvres, notamment avec l'art de varier, qui est une œuvre assez monumentale et assez exceptionnelle. On en avait un petit peu parlé, ce qui est très intéressant chez Reicha, que moi j'apprécie beaucoup, c'est que dans ses variations, le thème est toujours clairement identifiable. C'est-à-dire qu'il va jouer sur beaucoup de ressorts, mais il garde le thème identifiable. Alors, les cas un peu exceptionnels, c'est quand c'est très fourni, que c'est du contrepoint à 3 ou 4 voix. Donc le thème est là, mais il est un peu englouti. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ressortir le thème rapidement, de façon isolée, pour un peu le rappeler à l'auditeur. Mais c'est une approche différente de ce que va faire, par exemple, Beethoven, ou ce que fera Paul Dukas, par exemple, aussi, dans une très belle série de variations, où le thème est vraiment tellement déstructuré, que bien sûr qu'il y a une logique musicale, une musicologique, mais à l'oreille, il n'est plus identifiable. Parmi les nombreuses originalités aussi de Reicha dans ses théories, par exemple, il va défendre plus de diversité dans les modes. À son époque, on utilisait mode majeur, mode mineur, et ce qui est intéressant chez Reicha, c'est que lui, il va faire la promotion de 3 types de modes majeurs, 3 types de modes mineurs, donc d'ailleurs ça va se répandre par la suite, mais déjà il avait vu l'intérêt d'apporter plus de diversité là-dedans. Autre élément et encore plus avant-gardiste, c'est qu'il faisait la promotion du quart de ton. Donc je vous rappelle que à cette époque, on utilise les demi-tons, hein, on partage l'octave en 24 demi-tons, et lui il voulait aller au quart de ton. D'où lui vient cette idée? C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui était très curieux, qui lisait beaucoup, et dans son étude de la musique antique et de la musique tzigane, il avait retenu justement l'intérêt d'utiliser le quart de ton, et donc il a cherché dans ses ouvrages, il a essayé de motiver les compositeurs, bien sûr, à l'utiliser, ce qui indigna Luigi Cherubini, hein, le directeur du conservatoire, qui lui défendait bien sûr des théories musicales plutôt issues de l'Italie, et qui ne va pas intéresser Franck, pourtant qui a été son élève le plus à l'écoute, celui qui a le plus utilisé les théories de Reicha, mais même lui ne va pas retenir ça. Et pour avoir l'utilisation du quart de ton, si je ne dis pas de bêtises, il faut attendre l'entre-deux-guerres, donc au XXe siècle. Et d'ailleurs, de cet intérêt de la musique tzigane, il va en tirer autre chose, il va en tirer un intérêt pour le rhapsodisme. Et comme il le dit lui-même, là je vous mets l'extrait, il est impardonnable de n'avoir pas fait encore un recueil de chansons nationales. Cela serait très important pour la musique dramatique afin de lui donner la véritable couleur locale. Donc extrait de son traité de mélodie de 1814. Alors là c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'il aussi anticipe la vague du nationalisme en musique qui va arriver dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et aussi
ce que vont faire des compositeurs comme le russe Glinka, c'est-à-dire justement parcourir lui c'est pour l'Espagne, il avait rassemblé beaucoup de thèmes espagnols, Balakirev par exemple a rassemblé beaucoup de thèmes russes, pour que ça soit utilisé dans la musique, alors pas forcément vocale, musique instrumentale, mais Reicha avait compris déjà avant l'intérêt de développer une musique aux couleurs locales, et ça c'est très fort. Enfin, un des grands combats de Reicha, c'était le combat pour une diversité rythmique. C'est toujours plein que la musique occidentale se limitait au binaire et au ternaire principalement, et de son temps. Et c'est vrai que un de ses élèves va beaucoup innover là-dedans, c'est Berlioz, et même Reicha lui-même va utiliser à plusieurs reprises le rythme à 5 temps. Maintenant qu'on a vu quelques éléments qu'il avait préconisés pour la musique, pour le développement de la musique, on va regarder ses ouvrages rapidement. Donc bien sûr, il a fait quelques ouvrages en allemand, notamment les observations philosophiques et pratiques sur la musique avec des exemples. Donc pourquoi philosophique? Le Reicha s'intéressait aussi beaucoup à la philosophie, notamment à Kant, donc il avait une culture assez large, et c'est ça aussi peut-être qui lui a permis d'avoir de nouvelles idées pour développer la musique savante. On passe désormais à ses ouvrages. Il a composé plusieurs ouvrages, certains en allemand, notamment les observations philosophiques et pratiques sur la musique, avec des exemples. Mais après, on va surtout s'intéresser aux ouvrages français, et c'est ceux qui ont eu le plus de succès. Donc il en a composé plusieurs, qu'on va passer rapidement en revue, mais sachez que la plupart ont été traduits dans plusieurs langues. On commence avec le traité de mélodie, abstraction faite de ses rapports avec l'harmonie, en 1814. Donc là, en fait, il enseigne l'art de créer des chants. C'est ça qu'il entend par mélodie. Et il explique comment les idées se formulent, se développent et s'enchaînent dans le cadre d'une mélodie. Il fait une place aussi importante au rythme, un de ses grands combats, je vous l'ai dit. Donc c'est un ouvrage très intéressant qu'il va compléter par un autre ouvrage la même année. Il s'agira du petit traité d'harmonie pratique. Donc voilà, mélodie d'un côté, harmonie de l'autre. On voit tout le côté rigoureux, le côté toujours bien conçu des œuvres de Reicha. En 1818, il passe à un niveau supérieur avec un cours de composition musicale. Voilà, on a rassemblé tous les éléments de la musique. C'est un ouvrage qui est extrêmement rationnel et qui se veut surtout pratique. C'est ça qui est intéressant. Le but, c'est pas faire de la métaphysique musicale. Il faut que ce soit pratique, que ça permette concrètement aux musiciens de composer. Par exemple, il va aussi traiter de l'instrumentation, mais au niveau plus théorique, au niveau plus musicologique, il va parler par exemple des notes de passage chromatiques. Donc c'est vraiment un ouvrage très complet. Et j'ai trouvé un commentaire d'un critique qui parlait de ces ouvrages, permet de nous avoir un avis de l'époque. Là, je vous mets l'extrait. Donc c'est Charles Poiseau qui en 1860, donc bien longtemps après la mort de Reicha, déjà, puisqu'il était mort en 1836, nous dit « Son traité de mélodie, publié en 1814, n'apprendra point à avoir du génie ». Bon, le commentaire, c'est un peu bête parce que c'est pas le but. Il fut peu consulté, mais son cours d'harmonie, qu'il fit suivre en 1824 d'un traité de haute composition, fut bientôt entre les mains de tous les musiciens. Là, vous voyez l'importance exceptionnelle des ouvrages de Reicha. On arrive en 1824 à un niveau encore supérieur, le traité de haute composition. Là, c'est 1200 pages, une vraie somme de musique. Ce qui est pratique avec Reicha, c'est qu'il a bien clarifié les choses, et il le fait une fois de plus. Qu'est-ce qu'il appelle haute composition? Dans la préface, il le dit, la haute composition se distingue de la composition vulgaire, accessible par le talent inné, par la maîtrise de l'art de composer, c'est-à-dire la maîtrise technique. Donc vous voyez, c'est l'inverse. En général, on pense que la haute composition, on ne peut l'atteindre que si on a le talent. On peut travailler pour faire des compositions assez basiques, mais pour aller au niveau supérieur, il faut avoir du talent, tout simplement, du génie. Mais là, il dit l'inverse, Reicha. Il dit, vous pouvez bidouiller de la musique vulgaire. Vous pouvez, comme ça se fait beaucoup, il y a beaucoup de gens qui jouent à l'oreille, qui composent à l'oreille. Voilà, vous pouvez faire une œuvre. Mais si vous voulez passer à un niveau supérieur, à de la haute composition, il est indispensable d'apprendre, d'étudier les techniques les plus poussées, dont le contrepoint, bien sûr. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cet ouvrage? On y trouve les différentes formes de contrepoint et de canon, les fugues anciennes et modernes, qu'elles soient vocales ou instrumentales, les doubles chœurs, l'emploi du genre fugué dans la musique sacrée, instrumentale et théâtrale, la coupe des pièces de musique dont se compose la symphonie. Donc vous voyez, c'est assez riche, à chaque fois ça mêle la musique vocale et la musique instrumentale. Enfin, dernier ouvrage en 1833, 3 ans avant sa mort, L'art du compositeur dramatique, cours complet de composition vocale. Donc, quel est le but de cet ouvrage? C'est proposer des préceptes utiles sur la prosodie, la poésie, la voix
la facture et la coupe des divers morceaux de musique employés au théâtre. Donc vraiment assez global. Et ce qui est paradoxal, si vous avez vu ma première vidéo sur Reicha, c'est qu'il a toujours connu l'échec à l'opéra. Et c'est lui, après tous ces échecs, qui veut sortir finalement, expliquer de comment composer un opéra. Et d'ailleurs, dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure de Charles Poiseau, hein, dont je vous ai parlé, et bien d'ailleurs, il ne parlait pas de cet ouvrage, hein, ce qui n'est pas trop étonnant. Pour terminer cette vidéo, et pour vous donner une vue d'ensemble sur les théories de Reicha, je vais vous parler de 3 compositeurs de talent qui ont commenté les œuvres de Reicha, donc à différentes époques, en plus c'est ça qui est intéressant, pour un peu voir leur avis. Et on commence avec François-Joseph Fétis, donc quelqu'un d'extrêmement important pour l'époque, compositeur qui est peu resté dans les mémoires. J'ai écouté ses œuvres, c'est pas exceptionnel, bien sûr c'est très bien écrit, mais ça sort pas du lot de ce qui se faisait de l'époque. En revanche, c'était quelqu'un de très important pour ses écrits sur l'histoire de la musique, et je vous recommande ses ouvrages, ses fameuses biographies des musiciens, qui sont assez exceptionnelles. Et il était aussi, comme Reicha, professeur de contrepoint et de fugue au conservatoire. Alors lui, il n'aimait pas trop Reicha, et d'ailleurs, on peut dire qu'il y a 3 façons de faire du contrepoint à cette époque au Conservatoire de Paris: la méthode Reicha, la méthode Fétis, la méthode Cherubini. Qu'est-ce qu'il reproche d'abord à Reicha? C'est qu'il utilise l'algèbre. Et oui, Reicha a étudié à Bonn, à l'université, les mathématiques, et il s'est dit, oui, la musique, aujourd'hui on en est persuadé, il y a une part de mathématiques dans la musique, et donc il veut l'utiliser, mais pour l'époque, ça ne se fait pas encore trop, et Fétis, lui, dit que l'algèbre n'a absolument rien à voir avec la musique. Ensuite, il va s'attaquer à la modernisation de la fugue par Reicha, et c'est intéressant puisqu'il est contre ce nouveau système, et il va faire une double critique. D'abord, il va dire que ce système n'est pas original, et qu'on trouve déjà ça dans ce qu'on appelait, donc au XVIIe siècle, la ricercare di fantasia. Et donc, il dit, ça existait déjà, donc pas d'originalité, et en plus, le fait de pouvoir moduler, faire des entrées de fugue dans toutes les tonalités, pour lui, ça serait anéantir la tonalité, puisque la tonalité est basée principalement sur ça, sur le fait qu'il y ait des degrés plus importants que d'autres, qu'on puisse faire des choses dans certains degrés et pas dans d'autres, au sein d'une même œuvre. Et il a raison là-dessus, puisque toute l'histoire qui mène à l'atonalisme, c'est ça. On commence avec la musique de Bach, avec donc justement le clavier bien tempéré, qui coupe en des demi-tons. Et puis après, ça ne va être que ça, c'est l'histoire du chromatisme. On va aller vers de plus en plus de chromatisme, et l'aboutissement de tout ça, on arrive à dire tous les tons, tous les degrés se valent, donc plus de tonalité. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre, il avait compris en tout cas, Fétis, où allait mener cette recherche, cette réflexion. Autre critique, et ça on ne sera pas étonné, c'est qu'il reproche à Reicha de s'intéresser principalement à la musique instrumentale. Mais ça je vous l'ai dit, à l'époque, dans la deuxième vidéo, je vous l'avais dit, à l'époque c'est la musique vocale qui vraiment supplante la musique instrumentale, et Reicha va aider. Mais pour Fétis, bien sûr, il voit ça comme un blasphème. Fétis va aussi attaquer le traité de mélodie, puisqu'il va dire que d'abord, ce n'est pas original, parce que Reicha, dans son ouvrage, disait que personne ne s'était jamais intéressé vraiment à la mélodie elle seule, et que donc il fallait le faire. Alors, Fétis se fait remarquer que non, il a déjà eu des ouvrages sur la mélodie, que ces ouvrages étaient d'ailleurs même meilleurs que ceux de Reicha. Donc il y a vraiment une grande rivalité entre ces 2 professeurs de contrepoint et de fugue au Conservatoire de Paris. On passe maintenant à la vie de Berlioz, qui a été un de ses élèves. Et là, alors là je vous mets l'extrait. La nomination de M. Reicha à l'Institut de France a été annoncée par tous les journaux et diversement accueillie. Pour nous, elle n'a été qu'un acte de justice tardive. M. Reicha est l'un des plus savants professeurs de l'Europe. On lui doit, outre beaucoup de compositions instrumentales fort remarquables, des ouvrages d'enseignement où les théories de l'harmonie, du contrepoint, de l'instrumentation, de la mélodie même, sont exposées avec autant de clarté que de profondeur. Le fait est que l'Académie se trouve avoir, à son insu, introduit dans son sein un véritable révolutionnaire. Donc ça a été publié en 1835, donc on va dire 1 an avant la mort, au moment bien sûr de la nomination de Reicha, et 1 an avant sa mort. Donc là, vous avez tout. Avec cet extrait très pertinent de Berlioz, vous avez tout. Hein, vous pouvez retenir ça si vous voulez avoir un petit texte sur Reicha. Vous avez justement sa notoriété, qui était connu pour sa musique, qui était connu pour son enseignement. Vraiment, c'est très pertinent, et c'est pour ça que je voulais vous le partager avec vous. Dernier extrait de Maurice Emmanuel, un compositeur français né en 1862, qui est très intéressant, même si ce n'est pas non plus le niveau des
plus grand compositeur français, hein, c'est pas Saint-Saëns, c'est pas Ravel, mais un très bon compositeur, qui était aussi auteur, et qui a écrit un ouvrage, petit ouvrage sur Reicha, très intéressant. Alors cet ouvrage, il est particulier parce qu'il est fait, en fait, surtout du point de vue de Franck, c'est-à-dire Reicha, professeur de César Franck. Dès le départ, qu'est-ce que nous dit Maurice Emmanuel? Cet éminent technicien dont l'influence sur César Franck fut capitale. Donc c'est intéressant, c'est qu'il reconnaît, hein, là pourtant on est 100 ans plus tard, que Reicha était un grand technicien, donc contrairement à ce que voulait faire croire Fétis, mais en plus il reconnaît l'influence qu'il a eue sur Franck. Et quand on connaît l'importance de Franck, la grande qualité de musique de Franck, c'est un très beau compliment. Autre extrait très intéressant de Maurice Emmanuel, mise en défiance contre l'enseignement de Reicha par les déclarations de Berlioz dans ses mémoires, par les récits de Gounod et les sarcasmes de Reyer, j'avais eu le tort de ne point contrôler leurs dires, et dans une étude sur Berlioz, de porter sur le maître de Franck un jugement que j'ai à cœur de rectifier. Donc vous voyez, il écrit cet ouvrage pour rectifier. Donc déjà, c'est beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Encore un extrait intéressant parce qu'on voit qu'il y avait des détracteurs à Reicha, mais quand on est révolutionnaire, il y a toujours des détracteurs. Alors très intéressant sur Reicha aussi, cette description du talent de Reicha, doué de plus de curiosité que d'imagination, dévoré du désir de savoir, et plus loin il dit aussi connaissance technique exceptionnelle. Donc là aussi c'est une bonne façon de parler de Reicha. Pourquoi Reicha n'a pas atteint, n'est pas au niveau d'un Beethoven par exemple, son contemporain, c'est parce qu'il lui manque cette imagination, notamment dans la création des mélodies. Par exemple, il n'y a jamais une mélodie qui va vraiment vous marquer un thème, hein, comme l'entrée de la 5e symphonie de Beethoven. Dès la première fois que vous l'entendez, ça vous marque, vous la gardez en tête. C'est vrai qu'il a manqué un peu de cette qualité de création mélodique, et c'est surtout par ses qualités techniques qu'il a été exceptionnel, mais c'est grâce à ça aussi qu'il a beaucoup apporté. Parce que si le talent de la mélodie, du motif, permet de faire de grands chefs-d'œuvre, associés à la technique bien sûr, la grande maîtrise technique permet de faire avancer la musique, de faire des progrès, et donc de permettre à d'autres compositeurs de faire des grands chefs-d'œuvre. Et c'est en ça que Reicha a été important, c'est que c'est lui qui a certainement permis qu'on ait un César Franck qui, lui, a pu associer à cet enseignement technique sa grande créativité. C'est la fin de cette vidéo sur Reicha, de cette troisième et dernière vidéo. J'espère que vous avez aimé ce triptyque de vidéos sur Reicha, vraiment un beau compositeur, et encore bravo à Ivan Illich. Je vous remets le CD de participer à la redécouverte de la musique pour piano de Reicha, parce que c'est vrai qu'on jouait sa musique de chambre, mais sa musique de piano avait un petit peu disparu, très peu joué, donc là c'est très, très important ce qui est fait. Donc, pour résumer sur Reicha, vous l'avez vu, son importance théorique est cruciale. Il était extrêmement en avance sur son temps, même César Franck, qui était très innovant, n'a utilisé qu'une petite partie des théories de Reicha, et c'est que des fois qu'un siècle plus tard, que certaines de ses idées ont été exploitées. Donc c'est fini sur Reicha comme je vous l'ai dit, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la musique classique, mais aussi sur les beaux-arts. Pour être au courant, abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette pour être notifié de la sortie de cette vidéo. Si vous aimez Antoine Reicha, un pouce vers le haut de la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, et puis, bien sûr, soutenez la chaîne en partageant la vidéo sur Facebook et sur Twitter. Ciao!